un seul lieu pour écouter du sport, Germain Sport, avec Victor Gauthier et toute son équipe. Vous l'attendiez, Germain Sport est de retour. Après la traditionnelle trêve estivale et son traditionnel mercato, la nouvelle équipe est là pour vous faire vivre une année sportive inédite sur les ondes de Germain Sport. La Covid est toujours là, mais le sport reprend, les stades se remplissent de nouveau et nous sommes contents de vous retrouver pour donner aujourd'hui le coup d'envoi de cette 6e saison de Germain Sport. Moi c'est Victor, le nouveau responsable de Germain Sport, et de nouvelles voix vont m'accompagner cette saison. Parmi elles, Zoé. Comment ça va, Zoé? Ça va très très bien. Anthony est aussi là. Comment ça va, Anthony? Bonjour Zoé, bonjour Victor. Tout va bien pour moi, merci. On est très content de t'accueillir dans cette émission. Donc le programme de cette première émission est très dense après un été olympique et c'est ce par quoi nous allons commencer. Germain Sport. Donc après 33 médailles, dont 10 en or, la France se classe 8e au tableau des médailles de ces Jeux olympiques 2020 organisés dans la capitale japonaise. À 3 ans des Jeux olympiques de Paris 2024, les Français ont brillé dans certains sports comme par exemple au judo, mais aussi en escrime et surtout dans les sports collectifs avec des médailles en rugby à 7, en basket, en handball et en volley. Alors on va faire un petit tour de table sur ce que vous avez retenu de ces Jeux olympiques. Et toi, Anthony, qu'est-ce qui t'a marqué ? Alors, ce que j'ai principalement retenu de ces Jeux Olympiques de Tokyo, c'est notamment les performances du coup de nos sports collectifs, notamment au basket et au volley, où les hommes principalement ont brillé. En volley, c'était vraiment la première médaille d'or de l'histoire du volley masculin. Et ça m'a beaucoup marqué. C'était des moments forts en plus qui étaient diffusés en clair sur France Télévisions, donc c'était vraiment chouette. Et également, du coup, les femmes en handball et également au basket qui ont brillé. Donc voilà, je tirerai mon chapeau au sport collectif français pour commencer cette émission. Personnellement, moi, celui qui m'a absolument marqué pendant ces Jeux Olympiques, ça a été Samir El Saïd. Le porte-drapeau. Le porte-drapeau. Gymnastique. Incroyable, aux anneaux. J'ai adoré regarder ses qualifications. J'ai trouvé absolument impressionnant. Et j'ai pleuré. J'ai versé ma petite larme quand il a eu la 4e place. La pire place en dessous du podium qu'on ne veut pas avoir. J'ai trouvé sa performance absolument incroyable à regarder. Pourtant, je n'y connais pas grand-chose en gymnastique. Et je trouve que la résilience, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important dans le sport. Alors pour moi, ça a été celui qui m'a le plus ébloui pendant ces Jeux Olympiques au niveau de l'équipe française. Et puis on peut aussi dire qu'il y a 4 ans, au JO de Rio, il s'était cassé la jambe pendant son épreuve. Et que là, avant son passage, il s'est aussi blessé la semaine à l'échauffement au biceps. Il a réussi à tenir pendant son épreuve et à faire une très belle épreuve pour finir à la 4e place. On ne peut que lui souhaiter que ça aille beaucoup mieux aux Jeux de Paris. Je pense que tout ça n'est qu'un entraînement pour 2024. Il y sera. Et lui aussi, il attend Paris 2024 pour décrocher sa première médaille aux Jeux Olympiques. Donc comme tu l'as évoqué, Anthony, on peut revenir sur les sports collectifs français, notamment la performance des handballeurs qui ont décroché une nouvelle fois le titre olympique, puisque c'était leur 4e finale olympique consécutive aux JO et dont leur 3e titre, puisqu'on peut le rappeler qu'ils avaient perdu aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 contre le Danemark, qu'ils ont retrouvé 7 fois en finale et qu'ils ont réussi à battre de 2 buts. On peut aussi revenir sur les volleyeurs, comme tu l'as signalé, qui nous ont fait vivre de bons moments. Les basketteurs français qui ont échoué face à la Dream Team américaine en finale, après les avoir pourtant battus en ouverture. Mais il y a aussi eu quelques déceptions, comme par exemple en athlétisme où seulement une médaille d'argent, celle de Kevin Mayer sur le décathlon, après avoir pourtant connu un début de décathlon compliqué dû à une blessure au dos. Aussi la natation française avec seulement une médaille d'argent pour Florent Manoudou qui revenait de sa pause après les Jeux de Rio sur 50 mètres nage libre où il est tombé sur un sacré os, l'américain Caleb Dressel qui a lui remporté 5 médailles d'or dans ces Jeux olympiques. Et tandis que le porte-drapeau tricolore Samir El Saïd a décroché une 4e place aux anneaux, l'autre porte-drapeau tricolore Clarissa Gueninou, elle décrochait le titre olympique qui lui manquait en moins de 63 kilos. Titre également complété par la magnifique victoire des Français par équipe face aux Japonais en finale, chez eux au pays du judo. Et aussi on parlait de Teddy Riner qui a lui échoué à décrocher le 3e titre olympique consécutif. Mais il se console tout de même avec une belle médaille de bronze qui n'est pas une maigre consolation au vu de tout le travail qu'il a fourni. Et toi, Zoé, qu'est-ce que tu en penses de cette 3e place ? Est-ce une déception, cette médaille de bronze ? Eh bien, pour moi, c'est une maigre consolation. J'adore Teddy Riner et j'ai
absolument adoré le voir heureux comme ça avec l'équipe quand ils ont remporté la médaille d'or. Cependant, j'avoue avoir été pas seulement déçue, mais surtout surprise de sa performance en quart de finale contre le Russe, puisque je m'attendais à mieux de sa part. Il est quand même encore en forme, il est pas si vieux que ça, mais j'avoue que pour moi, ça a été une petite étoile qui s'est un peu ternie dans le ciel de Tokyo. Ouais, moi je pense aussi que ça peut-être commence à montrer des signes pour Paris 2024. On sait que Teddy Riner en parle souvent de son objectif de gagner la médaille d'or à Paris. 3 ans avant, est-ce que c'est pas déjà un signe d'un potentiel déclin pour Teddy Riner ? Voilà, on verra, l'avenir nous le dira. Et alors qu'on a eu cette médaille d'or incroyable en équipe en judo, toi, c'était quoi ta médaille d'or française préférée, la chose que tu as préférée ? Alors moi, ce qui m'a particulièrement plu, c'est de découvrir de nouveaux sports durant ces JO, comme par exemple le skate, le surf. Ça a été un petit flop à cause des conditions météorologiques, mais surtout le karaté qui a fait pour la première fois son apparition aux Jeux de Tokyo en 2020. Et c'est le Français Steven Dacosta qui a décroché l'or au bout d'une magnifique journée, très bon combat, une victoire complètement méritée. Mais la petit goût amer parce que c'est une discipline qui va disparaître du programme olympique, qui ne sera pas présent à Paris en 2024 malgré tous les efforts qu'il a consentis pour faire pression sur le comité olympique du sport français dirigé par Tony Estanguet, qui a préféré le remplacer par un sport plus jeune, plus populaire comme le breakdance, qui, on l'espère, aura tout autant de succès. Sport jeune comme le skate, puisque par exemple le podium chez les femmes a été d'une moyenne d'âge de 15 ans. Et comme l'escalade aussi, où les Français, sans décrocher de médaille, ont pu s'illustrer en finale. De nombreux athlètes ont marqué ces Jeux, avec par exemple Allyson Felix. Allyson Felix qui m'a particulièrement éblouie, c'est quelqu'un que j'adore voir courir. Et j'avoue que l'athlétisme a été incroyable à regarder pendant ces Jeux Olympiques, avec tant de records qui ont été battus. Et j'avoue que voir cette femme briller et être la plus médaillée de l'histoire, avec 11 médailles, je trouve ça dingue. Je pense que là, on est témoin de quelque chose de très grand. Et c'est vrai qu'aussi que tu parles des records battus, on a notamment eu celui de la Vénézuélienne Rojas au triple saut, qui a effacé le record de 15,50 m pour sauter à 15,67 m. On a aussi eu les records du monde sur les 400 mètres et femmes avec l'américaine McLaughlin, mais également chez les hommes avec le norvégien Karsten Warholm qui est passé sous la barre mythique des 46 secondes. Et également, comment ne pas parler de la Jamaïcaine Ellen Thompson, qui après avoir réalisé le doublé 100-200 mètres à Rio, a encore une fois réalisé le doublé 100-200 mètres et même a décroché une 3e médaille d'or sur le relais 4 x 100 mètres. Donc une très belle performance que tu souhaites peut-être commenter. Oui, c'est sûr que quand on parlait pour Allyson Felix de performance historique, là je pense qu'on est encore une fois dans le bon contexte. Je pense que ce à quoi on a assisté cet été, c'est vraiment des performances qui vont rester à jamais dans l'histoire des JO et je pense que ce triplé, il n'est pas prêt d'être réalisé à nouveau. Et c'est quelque chose qui me rend d'autant plus triste dans le contexte dans lequel ont été faits ces JO. J'ai trouvé que c'était très dommage de voir des tribunes qui étaient vides. C'est vrai qu'on ne l'a pas encore dit, mais il faut savoir que tous les Jeux Olympiques ont été organisés à huis clos pour toutes les épreuves qui se disputaient à Tokyo, donc aucun public. Et c'est vrai que l'ambiance était bien triste pour des athlètes qui font des performances exceptionnelles. S'il n'y avait pas de public à Tokyo, il y en avait en revanche sur la course cycliste, puisqu'elle se disputait au pied du mont Fuji. Et on a notamment vu chez les hommes la victoire de Richard Carapaz, l'équatorien. Et chez les femmes, ça a été la surprise, puisque c'est l'Autrichienne Anna Kiesenhofer, presque inconnue du grand public, qui s'est imposée à la surprise générale après une échappée. Au rayon des surprises, on peut également citer le Tunisien Ahmed Afnaoui, qui, après avoir signé le dernier temps des qualifications pour la finale du 400 mètres hommes en nage libre, a réussi à décrocher l'or olympique. Chaque Jeux olympiques a ses belles histoires et pour ces Jeux-là, on peut notamment citer Masoma Alizadeh, qui a 25 ans est la première femme afghane à participer aux Jeux olympiques en cyclisme sur route, alors qu'elle est exilée en France depuis 2017 et donc sa dernière place est anecdotique par rapport à toute son histoire. C'est aussi en triathlon féminin. On a vu Flora Duffy qui est la première médaille d'or pour les Bermudes aux Jeux Olympiques. Comme en athlétisme, le Burkinabé Hugues Fabrice Zango qui a réussi à décrocher la médaille de bronze, qui est la première médaille de l'histoire de son pays. Et au rayon des surprises, on peut également citer Simone Biles qui après des débuts de Jeux Olympiques compliqués
a réussi à revenir à la poutre après plusieurs forfaits et décrocher une médaille de bronze. Qu'est-ce que vous en avez pensé alors ? Moi, Simone Biles, je parlais de résilience tout à l'heure avec Samir Aït-Saïd et pour moi, Simone Biles, c'est absolument le symbole de ça. Il faut savoir qu'elle a vécu des choses très très compliquées en équipe de gymnastique américaine avec notamment l'affaire Rina Sarr qui a agressé sexuellement plusieurs athlètes dont Simone Biles. Je trouve que le fait qu'elle puisse parler de santé mentale ouvertement et qu'elle puisse se mettre en tant que personne, pas seulement en tant qu'athlète mais en tant qu'être humain avant les Jeux et juste essayer de rester dans un esprit sain, je trouve ça absolument admirable. D'autant plus quand on voit qu'elle a réussi ensuite à décrocher une médaille de bronze qui n'était pas du tout gagnée d'avance. Moi, voilà, je la lis à Naomi Osaka qui a ouvert ses jeux. C'était un moment qui m'a mis les frissons quand je l'ai vue ouvrir. Et voir ces deux femmes si fortes parler, c'est absolument dingue. Naomi Osaka, c'est elle qui a allumé la flamme olympique. Et donc, son tournoi olympique à Naomi Osaka, qu'est-ce que tu en as pensé, Zoé ? Naomi Osaka qui a été une petite déception. C'est vrai que... elle n'est pas en meilleure forme, Naomi Osaka. D'ailleurs, elle a annoncé qu'elle pensait prendre une pause du tennis et que c'était encore compliqué pour elle. Voilà, les questions de santé mentale sont mises en avant par les grandes femmes du sport en ce moment. Et même si elles ne performent pas nécessairement sur le terrain ou dans les pistes de gymnastique, je pense qu'elles sont quand même à applaudir. Oui, et puis pour revenir, tu parlais de grandes femmes qui s'exprimaient sur ce problème. Elles ont été soutenues par de nombreux athlètes, notamment la star des Boston Celtics au NBA, Jason Tatum, qui a soutenu ouvertement Simone Biles lors des Jeux Olympiques, en notamment affirmant le courage qu'elle avait de s'exprimer librement sur la santé mentale. C'est ça, c'est ça. Et donc pour revenir sur le tournoi olympique de tennis, on attendait tous un seul homme, Novak Djokovic, qui avait déjà remporté cette année l'Open d'Australie, Roland Garros ainsi que Wimbledon, pour réaliser en fait tout simplement le Grand Chelem, gagner tous les Grands Chelems cette année avec l'US Open. La médaille d'or, c'est ça. En ce moment avec la médaille d'or justement. Et ça a été une de nos déceptions car Novak Djokovic s'est arrêté en demi-finale face à l'Allemand Alexander Zverev qui a ensuite remporté l'or olympique et s'est incliné dans le match pour la 3e place face à l'Espagnol Carreño Busta qui a donc rapporté une médaille de bronze à l'Espagne. C'est ça, alors que le grand favori espagnol Rafael Nadal était lui forfait puisque sa saison est terminée pour cause de blessure au pied. Et chez le tournoi féminin, donc Naomi Osaka qui s'est elle fait éliminer par la Tchèque Vondrousova qui s'est elle inclinée en finale contre la Suissesse Belinda Bencic. Et on peut aussi revenir sur la belle histoire du cavalier australien Andrew Hoy qui a 62 ans et le médaillé olympique le plus âgé de cette Olympiade avec ses 5e et 6e médailles aux Jeux Olympiques alors qu'il dispute ses 8e Jeux Olympiques puisqu'il a commencé à Los Angeles en 1984. J'aimerais aussi parler d'un sport qui m'est très cher puisque je le pratique, le tennis de table, avec notamment la légende chinoise Ma Long qui est véritablement entrée dans le panthéon des meilleurs joueurs de tennis de table puisque après son titre en simple contre son compatriote Fan Zhendong et par équipe, il devient le seul pongiste à avoir 5 titres olympiques. Et donc, alors que les Jeux Olympiques se sont terminés il y a près de 3 semaines, ce sont les Jeux Paralympiques qui se sont achevés hier avec la cérémonie de passation. Est-ce que vous avez retenu des moments forts alors ? Et tout simplement, moi je dirais la délégation française dans son ensemble. Après l'échec cuisant de Rio, nos athlètes ont su rebondir et ont glané un total de 51 médailles. Une performance assez incroyable qui nous vaut du coup la 14e place du classement des médailles dans ces Jeux Paralympiques. C'est ça, donc avec notamment 11 médailles d'or, avec des grandes performances, avec par exemple celle du cycliste Alexandre Léoté, qui a apporté 4 médailles à la France, dont 2 titres, à seulement 20 ans. Donc une véritable performance. Moi, j'avoue que, en toute honnêteté, c'est des sports que j'ai découverts cette année, les Jeux Paralympiques. J'ai essayé de m'y intéresser plus que d'habitude et si je n'ai pas retenu de nom particulier puisque je les ai regardés un petit peu de manière décousue, ce que je retiendrai, c'est juste mon impression quand j'ai regardé pour la première fois ces athlètes paralympiques performer. J'ai trouvé ça complètement dingue. C'est vrai que ce sont des athlètes qui se surpassent malgré leur handicap. Il existe différentes catégories d'handicap dans chaque discipline. Et donc pour terminer sur ces Jeux paralympiques, les athlètes français sont justement rentrés hier et aujourd'hui de Tokyo où il était possible de les voir au Trocadéro pour la cérémonie de passation et aussi à l'hôtel de ville ce lundi. Je pense que nous avons fini cette page olympique et paralympique. On peut donc passer au foot avec notamment une actualité très dense et cette fin de saison derrière qui s'est malheureusement terminée par un échec pour l'équipe de France. Anthony, c'est à toi.
Alors comment parler de foot sans parler de l'événement phare de cet été, l'Euro 2020, qui se déroulait un petit peu partout en Europe. Et quel échec pour l'équipe de France, qui avait pourtant bien débuté avec une victoire et 2 matchs nuls en poule, sortie du groupe de la mort face à la Hongrie, l'Allemagne et le Portugal. Et donc un match face à la Suisse qui s'annonçait plutôt abordable. Et abordable jusqu'à la 79e minute où les Français menaient 3-1 avant de se faire rejoindre par 2 fois Hélas. au score, malheureusement en effet. Et une prolongation ratée avec des changements douteux de la part du sélectionneur. On en vient au tir au but et ce fameux penalty de Kylian Mbappé Qui fait mal. qui fait très très mal. Il nous a gâché notre été. Malheureusement. Et donc ce triste parcours de l'équipe de France qui s'arrête dès les 8e de finale. Ce n'était pas forcément un prétexte pour arrêter de regarder l'Euro. On a eu des belles surprises, avec notamment les Anglais qui ont réussi à rejoindre la finale en éliminant le Danemark en demi-finale, puis finalement la victoire de l'Italie au tir au but au bout du suspense. Voilà, moi je voulais vous consulter. Est-ce qu'il y a un événement marquant qui vous a marqué lors de cet Euro 2020 ? On vient de parler du Danemark. Je peux pas ne pas mentionner l'accident d'Eriksen dans le premier match de poule du Danemark contre la Finlande. Je pense que vous commencez à le comprendre. Moi, ce que j'aime, c'est l'esprit sportif. J'ai été très émue par la réaction du public. Il y avait du public ou pas ? C'est vrai qu'il y avait du public, le retour du C'est public. vrai, on est plus sûr à force. Mais surtout par la réaction des équipes. La réaction de son équipe qui se met autour de lui, qui essaie de lui offrir un minimum d'intimité avec une direction de télé qui n'est pas forcément en point, qui essaie quand même de le montrer alors que c'est pas forcément la chose la plus décente à faire. Voilà, moi je suis heureuse qu'il s'en soit sorti et en voyant à quel point le Danemark a été loin, c'est assez inespéré. Et surtout, on peut remercier tous les médecins qui ont Totalement. agi autour et qui ont pu le réanimer. Donc l'Italie a remporté cet Euro 2020 au tir au but face à l'Angleterre. On peut revenir sur les matchs de cette semaine de l'équipe de France en qualification de la Coupe du Monde 2022. Donc avec un premier match nul Qui fait mal. contre la Bosnie. L'équipe de France qui jouait de nouveau ce samedi en Ukraine. Et encore une fois, match nul, 1-1. On ne sait plus trop quoi dire. Très déçu. Ça manque de clarté dans le jeu. Des matchs assez ennuyants à regarder. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'on voit, on était resté sur l'échec de l'Euro avec une équipe un petit peu à réaction, avec ce but de la Suisse en première mi-temps lors du 8e de finale. Et là, on voit encore une fois que l'équipe de France est menée au score par 2 fois, qu'elle revient par 2 fois au score, mais qu'elle n'arrive pas à aller plus loin, à conclure. Et ça laisse planer tous les doutes autour du vestiaire de Didier Deschamps. Donc je pense que le match de mardi contre la Finlande va être déterminant pour essayer de remettre les esprits à l'endroit. Je pense qu'on n'est plus habitué à avoir une équipe de France comme ça, c'est-à-dire que depuis 2016 quand même, moi je suis plus habituée à avoir des championnats comme l'Euro, là on n'avait pas de France à soutenir. Et je pense que le problème c'est que l'équipe de France n'est plus habituée non plus à ne pas être meilleure que les autres. Et que là il y a un peu des balbutiements dans la stratégie, dans la communication entre l'équipe, ça fonctionne pas trop bien et j'espère que ça va s'améliorer. C'est vrai que ça fonctionne plus très bien. On peut aussi rappeler tout de même le retour de Karim Benzema en équipe de France. Avant l'Euro, peut-être un peu trop tard. Ça manquait d'entraînement, de lien entre les joueurs. Mais quel retour quand même. Quel retour. C'est lui qui a porté l'équipe de France à l'Euro avec 4 buts. On peut le rappeler tout de même. Et voilà, on espère que l'équipe de France va donc remporter son match contre la Finlande pour assurer sa place au Mondial 2022, même si au vu de l'adversité présente dans son groupe, on n'y doute pas. Est-ce que, Anthony, tu veux revenir sur les matchs des autres nations en qualif ? Petit bilan du coup de la semaine passée avec l'Angleterre qui a joué du coup ses 5 matchs pour 5 victoires dans son groupe de qualification. Ça a été 2 fois 4-0 cette semaine face à la Hongrie d'une part et face à l'Andorre d'autre part. Record d'invincibilité pour les champions d'Europe, l'Italie, avec 36 matchs sans défaite. C'est quand même une performance assez incroyable. Je trouve que ça passe quand même en dessous des radars et que c'est une performance qui est en train de marquer d'histoire en tout cas. Pour ce qui est du reste, l'Allemagne a cartonné 6-0 contre l'Arménie et on peut noter la contre-performance de l'Espagne contre la Suède 2-1, même s'ils se sont rattrapés logiquement contre la Géorgie 4-0. J'aimerais aussi rajouter, on a sûrement la plupart vu ce qu'on pourrait appeler une mascarade pour le match Brésil-Argentine, puisque en rappelant rapidement les faits, on peut dire que le match a été interrompu au bout de 5 minutes par des officiels qui sont en réalité des membres de l'agence sanitaire qui se sont rendus compte que des joueurs argentins avaient enfreint le protocole puisqu'ils venaient d'un pays considéré en zone rouge par le Brésil, alors que pourtant les autorités et la CONMEBOL a autorisé leur présence. Donc des images très bizarres à voir et surtout on ne comprend pas trop comment ça peut se passer à ce niveau-là. Et enfin, revenons rapidement sur
sur l'idée farfelue d'une Coupe du Monde toutes les 2 ans qui a été avancée par Arsène Wenger. Qu'est-ce que vous en pensez alors? C'est une bonne idée, mauvaise idée? Moi, j'en pense que vu l'état actuel de l'équipe de France, c'est une très mauvaise idée. Non, mais en dehors des blagues, je trouve que c'est une mauvaise idée. Je trouve qu'une Coupe du Monde, ça a un caractère très spécial. C'est un rassemblement mondial. Nous, personnellement, on a l'Euro. On a aussi la Copa América. Il y a d'autres championnats entre-temps. On n'a pas besoin d'une Coupe du Monde tous les 2 ans. Non, ça serait... Trop souvent, ça serait lui enlever de la valeur. Justement, c'est sa rareté qui lui donne sa valeur. Donc, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Après, pour apporter un point de vue un peu différent, lequel je ne le partage pas forcément, mais beaucoup de nations asiatiques se sont déclarées en faveur de cette Coupe du Monde toutes les 2 ans, notamment dans le caractère rassembleur qu'elle a et dans lequel elle attire des jeunes talents en fait, vers le foot et pour essayer de développer le foot dans ces nations. Et du coup, ces nations pressent un petit peu la FIFA pour organiser cette Coupe du Monde tous les 2 ans. C'est vrai. Bon, on verra bien ce que ça va donner. On peut revenir à notre championnat, notre bonne vieille Ligue 1, et notamment donc le PSG en tête après 4 matchs, 4 victoires, donc le sans faute. Et si on parle PSG Ligue 1, on est obligé de parler du mercato du PSG, qui a notamment recruté la superstar argentine Lionel Messi. Gratuitement. Gratuitement, c'est vrai, parce que le Barça ne pouvait plus le conserver à cause de difficultés salariales. Qu'est-ce que vous en pensez de son arrivée alors? C'est une arrivée absolument incroyable. Quelle visibilité pour notre championnat, quel cadeau, surtout à ce prix-là du coup. Après, le salaire n'est pas donné, mais on est tous ravis de l'accueillir dans notre championnat. Je pense qu'il va nous aider à gagner en notoriété et peut-être en compétitivité en Coupe d'Europe surtout. En tout cas, moi, c'est ce que j'attends principalement. Moi, je suis très contente d'avoir Messi. Je suis très, très, très contente, notamment au niveau de la Champions League. On a eu quelques petits espoirs avec le PSG en finale. Maintenant, il faudrait voir si ça se concrétise. C'est pas les bons joueurs qui nous manquent, notamment puisqu'on a réussi contre toute attente à conserver Mbappé. Maintenant, même si je suis d'accord, c'est un cadeau, je demande tout de même à voir. C'est vrai que le PSG n'a pas pris Messi pour gagner la Ligue 1, donc on attend de voir ce que ça va donner en Ligue des Champions avec ce trio offensif qui promet avec Neymar et Mbappé. On peut aussi, c'est peut-être passé inaperçu, mais le PSG a également recruté le capitaine du Real, l'emblématique Sergio Ramos, est arrivé libre, tout comme Donnarumma, le meilleur joueur de l'Euro, l'Italien, le gardien Gianluigi Donnarumma, comme également le joueur, le Liverpool, Wijnaldum. Et le PSG qui a recruté aussi le latéral droit de l'Inter Milan, le Marocain Achraf Hakimi. Donc une équipe sur le papier très prometteur. On verra donc ce que ça a donné. Mais le PSG qui s'avance favori pour la Ligue des Champions, où il retrouvera un autre cadre, le Manchester City de Pep Guardiola, et le Red Bull Leipzig et le Cercle de Bruges. Et donc le premier test du PSG qui sera le 19 septembre face à l'Olympique Lyonnais. Et l'Olympique Lyonnais qui ont connu un début de saison, on peut dire, assez différent de celui du Paris Saint-Germain, avec notamment des défaites, des matchs nuls et seulement une seule petite victoire face à Nantes. 1-0. On a les champions en titre, Lille, qui ont connu le même début de saison, tout comme une autre équipe européenne, Monaco, qui connaît un début de saison très difficile, avec notamment une élimination de l'UEFA Champions League. Et ils ne joueront seulement du coup que la Coupe d'Europe secondaire, l'Europa League. Du côté des championnats étrangers en Première Ligue, on a tous les cadors au rendez-vous, que ce soit Tottenham, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, sauf un, Arsenal, cloué, bon dernier du classement, 0 points et 9 buts encaissés, pas un seul but marqué. Très décevant Arsenal. Qu'est-ce que cela vous inspire? Comment redresser ce club? Il semble, surtout Arsenal, c'est un manque de joueurs d'expérience, des joueurs jeunes très, très talentueux, mais la sauce a du mal à prendre, j'ai envie de dire. Ouais. Après, moi, de mon point de vue de fan de Tottenham, je ne peux pas être véritablement triste de ce qui arrive à Arsenal, même si j'avoue que quand on aime le foot, on aime quand même le voir ce club un peu plus haut dans le classement. C'est vrai. Du côté de la Serie A, début parfait pour le champion en titre, l'Inter de Milan. Début également réussi pour l'AS Roma de José Mourinho et de la recrue Tammy Abraham. En revanche, pour la Juve, post-Ronaldo, c'est 1 point en 2 matchs et de nombreux changements effectués au niveau du jeu. C'est vrai que Ronaldo, qui, on le rappelle, a rejoint le club où il s'était révélé après le Sporting Portugal, Manchester United, où il a gagné son premier Ballon d'Or. Donc Manchester qui va être aussi un sérieux candidat cette année en Première Ligue.
Exactement. Du côté de l'Allemagne, le Bayern qui débute bien avec 2 victoires et un match nul. C'est Wolfsburg pour l'instant qui occupe la première place du classement avec 3 victoires en 3 matchs. Prochain adversaire du PSG, le Rasenballsport Leipzig, qui lui ne compte que 3 points en 3 matchs. Et donc des débuts un petit peu inquiétants. Pour terminer, l'Espagne, 6 équipes à 7 points, un championnat qui s'annonce compétitif, avec notamment une petite surprise, le promu Mallorca qui a 7 points, c'est-à-dire autant que le Barça ou le Real Madrid. Donc en tout cas, ça promet pour ce championnat. Ou l'Atlético, ou Séville, évidemment. ou Valence qui sont aussi en tête. Donc c'est tout pour cette page football. On va maintenant passer à la page rugby avec la tournée d'été de l'équipe de France en Australie. Une équipe de France très jeune qui a réussi à gagner son premier match en Australie, une première depuis 31 ans, malgré 2 autres défaites qui lui ont valu la tournée. Après cette page bleue, le top 14 a lui repris ce week-end. Et on peut rapidement vous donner les principaux résultats avec Toulouse qui a, pour un remake de la dernière finale de top 14 et de Champions Cup, qui s'est imposé au stade Rochelet 20-16. Il y a eu Toulon qui s'est fait reprendre au buzzer par Montpellier 24-24. La victoire de Brive avec le bonus offensif. La défaite surprise de l'UBB chez le promu Biarro qui a fait forte impression 27-15. La solide victoire du Lyon Olympique Universitaire face au stade clermontois qui a notamment vu un Morgan Parra record avec un nombre de 42 coups de pied consécutifs réussis. Et enfin, pour finir, le derby francilien entre le Racing 92 qui s'est imposé chez son voisin parisien, le Stade Français. Et donc au classement, c'est Brive qui est premier. Mais bon, après, ce classement n'est pas encore trop significatif. Une petite réaction sur le rugby ? Je mentionnerai du coup le Biarritz Olympique qui a fait forte impression face à l'UBB avec une belle victoire. Et j'attends notamment les joueurs girondins au tournant la semaine prochaine face au Stade Français. Moi aussi, je les attends au tournant, surtout que je viens de Bordeaux. Réaction, c'est surtout l'intérêt grandissant pour le rugby que j'ai. Bien que venant d'une famille de rugbyman, c'est pas un sport sur lequel j'ai énormément de connaissances. Mais vu la compétitivité qui a l'air de s'annoncer, j'avoue que dans les prochaines émissions de Germain Sport, j'espère avoir plus de choses à vous apporter là-dessus. Et ça commencera dès la semaine prochaine, puisque notamment pour cette deuxième journée, on a au programme un duel entre promus, entre Perpignan et Biarritz. Un petit Racing 92 La Rochelle, ça sent les phases finales, tout comme l'explosif Toulouse-Toulon. Et enfin, le duel entre les grands perdants de cette première journée, UBB Stade Français. Ça promet. Ça promet. Donc on quitte les terrains de top 14 pour Flushing Meadows où se tient actuellement l'US Open. Et donc les résultats qui tombent, comme les Français, puisqu'il n'y en a plus aucun. En effet, les grands chelems se répètent et se ressemblent pour nos Français avec des contre-performances à la chaîne. Notre meilleur Français, cette fois-ci, Gaël Monfils, qui s'est incliné au 3e tour en 5-7 face à l'Italien Sinner. Et à noter la contre-performance totale de Benoît Paire, éliminé dès le premier tour, en qui on avait de grandes attentes cette année. Une petite réaction, Zoé, à la faiblesse du tennis français ? Réaction tennis français, pas forcément. Je pense que je suis déçue comme tout le monde. Moi, ma déception, ça a été Tsitsipas, qui pourtant nous avait impressionné à Roland-Garros. Roland-Garros, c'est vrai. Et qui a été éliminé par Alcaraz au 3e tour. Moi, je suis stupéfaite. Le jeune Espagnol, après, c'est vrai après sa finale à Roland-Garros, il a connu quelques matchs compliqués puisqu'il a été éliminé au premier tour à Wimbledon par l'Américain Tiafoe et aux Jeux Olympiques par le Français Hugo Humbert. On peut rappeler également chez les femmes l'élimination de la numéro 1 mondiale Barty et d'Osaka, comme on en a parlé. Et chez les hommes, sont encore en course le Russe Medvedev, l'Allemand Zverev champion olympique et le favori Novak Djokovic. Et des cours new-yorkais au circuit hollandais de Zandvoort, il n'y a qu'un pas, c'est à toi Zoé. Merci pour cette belle transition. En effet, c'est l'heure de parler de Formule 1. Formule 1 qui a un championnat hyper compétitif. On n'a pas eu ça depuis 2016. Nous avons un duel Verstappen-Hamilton qui bat son plein avec Verstappen qui vient de reprendre 3 points au championnat sur Lewis Hamilton en gagnant son Grand Prix à domicile, le premier de sa vie à Zandvoort. Aujourd'hui, je trouve que la Formule 1 est hyper excitante à regarder avec des underdogs qui arrivent comme George Russell qui sera peut-être, on l'espère, demain, bientôt, premier à Mercedes. Charles Leclerc également. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce duel Verstappen-Hamilton ? Verstappen-Hamilton. Donc, on le rappelle, Verstappen qui roule chez Red Bull, accompagné du Mexicain Sergio Pérez, tandis qu'Hamilton est, lui, depuis très longtemps chez Mercedes, où il a tout gagné.
C'est une saison très animée. Pour la première fois, Mercedes n'a pas la voiture la plus rapide du plateau et avec un Max Verstappen qui la maîtrise parfaitement, on voit enfin une saison animée, des beaux dépassements. Moi, mes satisfactions, c'est notamment Pierre Gasly qui excelle sur son AlphaTauri avec une nouvelle 4e place. On peut également saluer le bon week-end des Ferrari avec la 5e place de Charles Leclerc et la 7e place de Carlos Sainz et donc la prochaine course ce sera à Monza chez Ferrari. Et tant qu'on est en F1, on peut également saluer la belle victoire d'Esteban Ocon. Les Français brillent en F1 contrairement à ailleurs. Et oui, après il avait fallu attendre 24 ans pour une victoire française en F1 avec Pierre Gasly l'année dernière. Victoire dans l'anniversaire des 1 an est aujourd'hui, joyeux anniversaire Pierre Gasly. Et donc seulement moins d'1 an après, une nouvelle victoire française avec c'est au tour d'Esteban Ocon de s'imposer. Si on a un duel assez serré au niveau des pilotes avec Lewis Hamilton et Max Verstappen, c'est aussi le cas au niveau des constructeurs. Il faut savoir que ce duel se prolonge à leurs écuries, respectivement Mercedes et Red Bull, mais aussi aux écuries du dessous. On pense notamment au duel pour la 3e place que se disputent de manière très 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 dure McLaren et Ferrari. Si Ferrari a annoncé ne pas avoir fait d'avance particulière sur sa voiture et sur son châssis, ils annoncent cependant amener des upgrades au niveau du moteur à Monza le week-end prochain. Mais ça ne les a pas empêchés avant ça de prendre la tête sur McLaren puisqu'ils mènent maintenant d'environ 17 points. Également au championnat constructeur, nous avons Williams qui passe de la 10e place depuis 2 ans à la 8e place grâce à une incroyable performance de George Russell, non seulement en Hongrie, où il a eu ses premiers points pour la team avec Nicolas Latifi, qui l'a d'ailleurs dépassé dans la course, mais aussi et surtout grâce aux points qu'il a ramenés à Spa avec cette 2e place. Parlons donc de Spa. De Spa, le fameux. Cette course, ou plutôt cette non-course, puisque je pense que vous le savez, la course a été annulée à cause d'intempéries. Étant sur place, je peux vous garantir qu'il n'y avait aucun moyen de faire la course. C'était vraiment diluvien. Cependant, on a eu une qualification que je qualifierais d'historique avec George Russell en P2. Et Donc avec sa Williams, qui est quand même l'une des pires voitures du plateau, et il a notamment réussi à finir devant Lewis Hamilton, devant les Mercedes, et juste seulement battu pour quelques dixièmes par la Red Bull du rapide Max Verstappen. 3 dixièmes, ce qui n'est rien du tout entre une Red Bull et une Williams. Toi, t'en penses quoi, Anthony, de cette course ? Moi, j'ai été principalement choqué par l'attribution des points de la part du comité de la Formule 1. Du coup, la F1, il faut rappeler que ça reste quand même un sport avant tout. Et là, la course n'a même pas été courue. Et l'attribution de ces points, bien que l'histoire soit belle pour Russell, je pense que c'est quand même assez scandaleux, notamment quand on voit les enjeux aujourd'hui entre Verstappen et Hamilton. C'est vrai, c'est sujet à polémique. Et donc pour finir sur la F1, on a appris la semaine dernière la retraite à la fin de la saison de Kimi Raikkonen, que l'on n'a malheureusement pas pu voir ce week-end pour la course de Grand Prix puisqu'il a été testé positif à la Covid-19. Il a donc été remplacé par le vétéran polonais Robert Kubica, qui a fini 16e de sa course et que l'on avait aussi retrouvé quelques semaines plus tôt sur le circuit des 24 heures du Mans, qui ont vu la victoire de la Toyota numéro 7 de Mike Conway, Kobayashi et Lopez, l'Argentin, qui a devancé la voiture sœur, la jumelle, la 8, pilotée par Buemi, Nakajima et Hartley. Et le podium a été complété par la voiture française, l'Alpine, de Negrao, Lapierre et Vaxivière. Ouais, c'était vraiment dingue en hypercar, qui est une catégorie qui a été introduite cette année aux 24 heures du Mans, qui remplace la LMP1. Mais moi, ce que j'ai adoré, mon moment du week-end, ça a été en LMP2, avec l'Oreca WRT numéro 41 de Kubica, justement, d'Eletra-Zeyer, qui s'arrête 5 minutes avant la fin de la course. Ils menaient et ils allaient gagner pour la catégorie, et ça s'est arrêté. C'est vrai. On dit souvent qu'on n'est pas à 5 minutes près, mais là... Là, on était à 5 minutes près, qui a donné la victoire à l'autre de LMP2, WRT, la 31 de Fringe, Asbourg et Miles, qui hérite donc de la victoire devant la Jota 28 de Galael, Vendorn et Blomqvist, devant la Panis Racing 65 de Canal, Stevens et Allen en 3e place pour cette catégorie. Et en GT, qui s'est imposé ? En GT, c'est Ferrari qui s'est imposé sur les deux avec des AF Corse dans les 2 catégories de GT. En GTE Pro, nous avons la 51 de Pierre Goody, Calado et Legodard qui a fini première, avec en GTE AM la AF Corse 83 de Perrodo, Nielsen et Rovera. À noter,
Le podium de Callum Ilott, justement en LMGTEAM, 3e avec sa Iron Nix 80, copiloté avec Cressoni et Mastronardi. Ilott qui est un jeune pilote Ferrari qui attend un siège à Alfa Romeo en Formule 1 qui n'arrivera peut-être jamais. Bottas venant d'annoncer son départ de Mercedes pour arriver à Alfa Romeo, on ne sait pas qui va conduire à ses côtés. Feuilleton à suivre donc le mercato de F1 qui s'annonce très très passionnant, surtout qu'avec les nouvelles réglementations arrivant en 2022, la donne entre les écuries pourra être rebattue. Donc de la Formule 1, on finit par le cyclisme qui a vu hier l'arrivée de la Vuelta, le Tour d'Espagne et la victoire, la 3e victoire consécutive au classement général du Slovène Primož Roglič, qui on le rappelle a été champion olympique du contre-la-montre à Tokyo et qui, après avoir remporté le contre-la-montre initial et 2 autres étapes, s'est de nouveau imposé sur le contre-la-montre final menant à Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui, exactement. Belle performance de Primož Roglič qui avait été contraint à l'abandon sur le Tour de France. On peut dire que ça a quand même été un bel été pour lui avec son titre olympique en contre-la-montre et maintenant cette victoire sur la Vuelta. Il devance au classement général le coureur espagnol Enric Mas de chez Movistar et l'Australien Jack Haig de chez Bayern Victorious. Niveau français, Guillaume Martin a fini 9e au général, donc c'est tout de même une belle performance après sa 8e place sur le Tour de France. C'est ça, on va y venir, ouais. Et une Vuelta plutôt productif aussi pour les Français au niveau des gains d'étape avec Florian Sénéchal qui s'est imposé sur la 13e étape, Romain Bardet, le revenant, qui s'est imposé sur la 14e et enfin Champoussin sur la 20e étape. C'est vrai que Romain Bardet, depuis qu'il a quitté l'équipe AG2R chez laquelle il avait commencé, pour l'équipe DSM où il commence à remporter de belles victoires. Oui, en tout cas, Romain Bardet, il a prouvé qu'il était encore là et qu'on pourrait compter sur lui pour la saison prochaine, peut-être sur le Tour de France. Et donc le Tour de France de cette année qui, pour la 2e fois consécutive, a vu un autre Slovène s'imposer, Tadej Pogačar. Ouais, on peut parler que de lui quand on parle du Tour de France. Il a tout simplement été écrasant cette année en remportant non seulement le classement général avec plus de 7 minutes d'avance, mais également le maillot blanc et le maillot du meilleur grimpeur. Il devance au classement général l'étonnant Jonas Vingegaard, le Danois de l'équipe Jumbo-Visma, et Richard Carapaz, récent champion olympique sur route de chez Ineos Grenadier. Et le maillot vert de meilleur sprinter est revenu au revenant Mark Cavendish, qui après avoir connu des années très compliquées est revenu cette année dans la Wolfpack, l'équipe d'Occonen Quick-Step, qui, pour l'anecdote, il a accepté de s'engager sans être payé et il a eu d'excellents résultats et il a eu de la chance également et la malchance de Sam Bennett qui n'a pas pu être aligné, le sprinter phare qui avait lui remporté le maillot vert l'année d'avant, et il a profité de son forfait pour être sélectionné juste avant le départ du Tour. Et il a notamment égalé le record de victoire d'Eddy Merckx puisqu'il a atteint lui aussi 34 victoires. Et pour finir, pour être complet, la victoire française d'Alaphilippe, la seule lors de la première étape qu'il a vu porter le maillot jaune pendant une journée. Vous le voyez pas, mais j'ai un air très étonné en entendant ce qui se raconte, ce que Victor nous dit. Je suis assez novice au niveau du vélo et je trouve ça dingue, cet esprit sportif. Et je voulais juste rebondir sur la victoire d'Alaphilippe, qui pour moi, en tant que, encore une fois, néophyte, quelqu'un de très extérieur, et mon fil rouge, c'est lui que je regarde quand je regarde quelques étapes du Tour, et je suis très contente de voir qu'il a quand même pu s'imposer au moins une fois sur ce Tour de France. Parce qu'il faut le savoir aussi qu'Alaphilippe, cette année, il porte un maillot distinctif, le maillot arc-en-ciel, tout simplement parce qu'il est le champion du monde de la discipline après son titre à Imola l'année dernière, et ce qui nous permet de lancer les championnats d'Europe. Vas-y Anthony. Oui, alors les championnats d'Europe de cyclisme sur route qui se tiendront donc à Trente dimanche prochain en Italie. Et le sélectionneur de l'équipe de France, l'ancienne gloire du cyclisme français Thomas Voeckler, qui a donc annoncé sa sélection pour le week-end, avec notamment Romain Bardet, Warren Barguil, Franck Bonamour, Aurélien Paré-Peintre, Benoît Cosnefroy, Valentin Madoise, Thibaut Pinot et Pierre-Luc Perrichon. Une sélection qui est donc plutôt compétitive pour tenter d'aller remporter ce titre. Voilà, dimanche prochain sur France 3, le rendez-vous est pris. Voilà, on a fait le tour de l'actualité sportive. Merci Zoé, merci Anthony. Ça m'a fait très plaisir de vous retrouver au micro. Vous aussi, auditeurs, vous nous avez manqué. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir. À la semaine prochaine. Bisous. Germain Sport.